Ça marche. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Monsieur Petite Ligne. Et dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir à nouveau de recevoir un avocat en droit des sociétés. Ce qui avait été déjà le cas dans l'épisode précédent avec une consoeur à Lilian, mais sur une thématique, différente puisqu'on avait parlé du pacte d'associés et aujourd'hui on va aborder, notamment, les principes, qui tournent autour de la cession d'entreprise. Voilà, lorsque un chef d'entreprise souhaite céder, sa boîte, soit pour, repartir sur un nouveau projet ou tout simplement pour une fin d'activité et donc, bah, je vais te laisser d'abord te présenter Lilian, nous dire, qui tu es, nous présenter ta structure. Ça marche. Bah, écoute, déjà merci beaucoup Sébastien pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, Lilian Irigoyen, je suis effectivement, avocat comme Alexandra. Et j'ai créé mon cabinet, je suis associé fondateur du cabinet donc, Trajectoire Avocat qui accompagne, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, dans tous les aspects, on va dire, juridiques et en particulier en droit des sociétés, et droit des contrats. Essentiellement, enfin exclusivement même pour ce qui me concerne, de l'activité de conseil, donc ça va des phases de création d'entreprise, structuration, restructuration éventuellement pour des groupes de sociétés, à tout ce qui peut être, des opérations de croissance, type levée de fonds, ou encore évidemment, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, d'autres types opérations, exceptionnelles, que sont les transmissions d'entreprise, donc les cessions de fonds de commerce ou encore, la vente, de titres d'une société qui va être notre sujet du jour. Voilà, on est en train de construire un petit réseau, pour s'entourer de partenaires, avocats, confrères, consoeurs de confiance donc et accompagner au mieux nos clients donc autour des des domaines du droit des affaires qui sont peut-être, connexes aux nôtres, donc le droit du travail, la fiscalité, la propriété intellectuelle et cetera, le contentieux bien évidemment. Donc voilà un petit peu, la panoplie de ce qu'on on intervient, heu et qui couvre notamment notre sujet du jour. Et puis je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce qu'en effet, je l'avais évoqué dans l'épisode précédent et j'ai eu l'occasion de recevoir, un notaire, Alexandra qui est également avocat en droit des sociétés et aujourd'hui c'est toi que j'ai le plaisir de recevoir et je dis souvent que voilà, on peut rarement être spécialiste de tout, et qu'à un moment donné, c'est en interprofessionnalité justement qu'on peut accompagner au mieux, nos clients finaux. Moi pour ma partie, sur le conseil en investissement financier, bah, des fois je peux rencontrer, j'ai beaucoup de clientèle d'ailleurs, chefs d'entreprise et je peux rencontrer, bah, des thématiques sur lesquelles j'interviens pas forcément en direct et sur lesquelles je n'ai pas la prétention d'avoir l'expertise et c'est pour ça que, bah, voilà, de m'entourer de cabinets comme le tien ou de notaires, en tout cas des professions complémentaires, pour mes clients, c'est quelque chose auquel je suis assez sensible et notamment là sur le sujet qu'on va évoquer de la cession d'entreprise, on le verra encore que cette interprofessionnalité a du sens Ouais. et donc tout d'abord, bah, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais, nous expliquer un petit peu, de manière très très simple finalement quelles sont les grandes étapes, lorsqu'un chef d'entreprise envisage justement de céder sa boîte? Voilà les points d'attention, peut-être les choses à anticiper et bah, notamment quel est ton rôle toi en tant qu'avocat, dans le cadre de ces étapes, de cession? Alors, c'est vrai que nous, on est amené sur l'aspect, on va dire, juridique à intervenir à des moments qui peuvent un petit peu varier, en fonction de la relation qu'on a avec le client. Évidemment, un client qu'on suit de manière régulière et récurrente, va nous informer, va nous solliciter de son projet de cession suffisamment en amont, de telle façon qu'on peut avoir un rôle, au-delà du juridique, de facilitateur pour le mettre en relation éventuellement, justement avec, un conseiller qui va l'aider justement pour trouver un candidat acquéreur par exemple, ou l'aider sur des sujets de réorganisation opérationnelle pour faciliter la transmission. Il peut y avoir certains sujets avec des partenaires, évidemment financiers aussi. Sinon, ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on va être sollicité par le client, que ce soit un nouveau client ou un client qui pour lequel on a peut-être déjà travaillé, mais où c'est moins récurrent, on va dire. C'est qu'on va être sollicité au moment où il a identifié un candidat acquéreur, ils se sont mis d'accord, on va dire, sur, les grandes lignes de l'opération. Donc, juridiquement, c'est l'accord sur la chose et sur le prix. Donc la chose, c'est la société cible. Le Mmh. prix, donc c'est le prix de cession. Hem et là, ils vont nous solliciter pour finalement
avoir la première étape d'engagement, juridique, on pourrait dire, qui va être, la signature d'une lettre d'intention, qui est un document en général pas forcément, qui peut être contraignant ou non contraignant, mais qui va justement, créer, le contexte derrière de négociations et d'échanges sereins, puisqu'on se sera finalement mis d'accord sur l'idée, c'est-à-dire, je veux racheter la société cible à telles conditions financières. On se sera prévu aussi évidemment, un calendrier de réalisation de l'opération qui soit raisonnable, et on aura et aussi mis en place une confidentialité des échanges pour pouvoir discuter de manière assez sereine. Donc ça, c'est vraiment en général la 1 étape là où nous on va intervenir pour s'assurer que finalement le début de ces échanges, concrets, parce que jusque-là en Mmh. fait il y a eu un petit peu il peut y avoir eu des premiers échanges, voilà, on tâtonne un petit peu, on apprend à connaître, parce qu'évidemment, on peut parler de 2 acteurs qui se connaissent pas du tout. Mmh. On essaie de voir si c'est crédible, et là, on signe la lettre d'intention qui va être finalement, on ouvre la porte à des échanges beaucoup plus, concrets, beaucoup plus directs, et on va rentrer un petit peu dans le dur aussi, et ça, c'est l'étape, suivante, on va dire, où notre accompagnement à nous, juridiquement, il est fondamental. C'est la phase d'audit, sur laquelle, on va accompagner, et là justement l'interprofessionnalité, mais aussi, l'interdisciplinarité, j'allais dire, entre les différents domaines du droit sont omniprésents. Puisque nous, on va avoir un rôle à ce moment-là de côté acquéreur, Mmh. en tout cas d'audit, hem, comment dire? De revue, juridique sur les contrats, sur la situation juridique de la société, donc la façon dont a été constitué, ses statuts, son éventuel pacte d'associés. En fait, toute la documentation qu'on appelle corporate, pour s'assurer que si on transmet, enfin, si on transmet cette société cible et que notre client la récupère, ce soit quelque chose qui soit, voilà, clean, propre, qui puisse être Mmh. repris sans risque majeur, pour l'opérationnel. Côté, vendeur, c'est aussi un rôle qu'on peut jouer, pour finalement préparer le terrain. C'est-à-dire, s'assurer que le produit qu'on va apporter à l'acquéreur qui va réaliser son audit soit déjà aussi, balisé et propre que possible, et que si on a, identifié des irrégularités, pardon, ou, des petits sujets, et ben, on ait pu un peu les encadrer, les identifier, et déjà s'assurer que c'est pas des points bloquants. Mmh mh. Hem Donc ça, c'est cette phase d'audit-là, elle va aboutir, sur des résultats d'enquête, on va dire, qui vont être menés, donc pour l'aspect juridique, droit des sociétés par moi, par mon cabinet, par exemple, par et ensuite on a évidemment des audits dans le juridique sur des aspects très spécifiques, donc ça peut être, les audits en fiscalité, les audits en droit du travail quand il y a évidemment des effectifs salariés. Mmh. Et qui sont, parallèles, enfin concomitants à des audits financiers évidemment, comptables, qui vont être menés, par des experts financiers, par les experts comptables, côté acquéreur également, pour s'assurer que finalement il y a la pérennité de l'activité après la reprise puisse être, assurée, et finalement rassurer le candidat acquéreur qui s'apprête à s'engager. Mmh. Cet engagement, il va justement, prendre, la forme de l'étape suivante qui va être, la signature, en général d'une promesse, entre, entre le cédant et l'acquéreur. Donc à ce stade-là, on a déjà eu l'audit, on a identifié éventuellement des points, donc du coup pas forcément bloquants, mais des points, de conflit ou de négociation qui vont justement amener à certaines négociations, et c'est la promesse qui va finalement être cette étape d'engagement juridique contraignant. Donc ça va être un document extrêmement important, parce que même si c'est pas l'acte définitif, il va contenir tout ce qu'il y aura dans l'acte définitif, et finalement la seule chose qui retiendra, l'engagement entre les 2 parties à ce moment-là, ce sera certaines conditions suspensives qu'on va identifier. Donc c'est-à-dire que non seulement on s'est mis d'accord sur les grandes lignes, la chose et le prix, donc ça c'était, ce qui était déjà identifié dès la lettre d'intention, mais là, on a, creusé l'audit, on a ressorti des sujets éventuellement, potentiellement conflictuels. On Mmh. les a mis à nu, on a négocié dessus et on s'est mis d'accord. Donc là, on a tout rédigé, et dans le jusqu'au moindre détail. Donc là, on est sur une phase qui peut être un peu longue. Donc nous, notre rôle, ça va être de faciliter le dialogue et de parvenir à des accords, et derrière, identifier certaines conditions suspensives. Alors, la plus classique, c'est le financement, puisqu'en général, quand on est sur des opérations avec des montants importants, évidemment, on va avoir besoin de se financer, on ne va Mmh. pas pouvoir acheter en fonds propres.
Donc la promesse, c'est le document qui va permettre, ensuite à l'acquéreur d'aller voir ses partenaires bancaires pour financer, tout ou partie de son projet d'acquisition. Mais l'idée, c'est que, cette condition suspensive ou d'autres conditions suspensives qui peuvent être prévues, qui vont être des accords, que ce soit, au niveau des associés de la société cible, que ce soit des accords administratifs en fonction de l'activité de la société cible. Ce qui est certain, c'est que ces conditions suspensives, en fait, elles ne doivent pas être, comment dire? Elles doivent être indépendantes de la volonté d'une seule partie. C'est-à-dire que, c'est pas une partie qui va dire: «Bon, bah, moi finalement je veux pas acheter, donc je vais pas me faire financer, donc on va pas aller au bout». L'idée, c'est qu'en fait, une fois qu'on a signé la promesse, chacun s'est engagé à acheter ou à vendre, et donc si une des conditions suspensives ne se réalise pas, soit elle est complètement indépendante de la volonté des parties, et dans ce cas-là, bon, bah, on estime que malgré leurs efforts, on n'a pas pu parvenir à une cession définitive. Mais on peut aussi mettre en place, bah, des pénalités, en fait, ce qu'on appelle une indemnité d'immobilisation, qui va, finalement, bah, conduire, la partie qui finalement a empêché le deal de se réaliser, Mmh. d'indemniser, à une hauteur, d'une petite fraction du prix de cession, l'autre partie. Donc, c'est ce qui peut arriver, par exemple, si un acquéreur se désengage, sans raison valable, et ben, on va peut-être, considérer qu'il va devoir verser 10 du prix, au Mmh. vendeur qui n'aurait pas eu le temps, enfin, qui aurait finalement perdu peut-être, bah, des semaines, voire des mois, hein, surtout en ce moment où les délais ont tendance à s'allonger. Heu, des peut-être 3 à 6 mois de perdus, pour trouver un repreneur, et on sait que dans certaines situations, notamment des départs à la retraite ou autres, ou s'il y a un sujet de maladie en jeu, bah, ce temps-là, il est précieux. Donc, Mmh. donc ça, c'est la phase de la promesse, et puis bon, derrière, évidemment, c'est la finalisation, c'est accompagner les parties sur, les accords définitifs, pour permettre la transmission, de la société. Donc ouais, donc là, on va dire, il y a 3 grandes étapes qu'on vient d'identifier entre la lettre d'intention, l'audit et la promesse, hein, si j'ai bien entendu. On peut même rajouter effectivement la cession définitive, qui vient, on va dire, en 4e, du Ouais, coup, en clôture. ça ferait 4 grandes étapes, on va dire, dans ces cas-là, si on compte le tout. Et souvent, on entend aussi parler de structuration dans une entreprise, d'apport à une holding notamment, enfin, c'est des choses qui sont souvent évoquées autour de la cession d'entreprise. Heu, quelle est cette structuration? Déjà d'une, à quoi elle sert et comment, un avocat justement en droit des sociétés va accompagner sur ce plan-là, juridique, fiscal ou stratégique? Parce que voilà, a priori, c'est pas ça se prépare, ça s'anticipe et donc apparemment il faut structurer, c'est ce qu'on entend souvent, en session d'entreprise, et donc préparer, la mariée comme on dit, quoi. Oui, exactement. En fait, encore une fois, ça se joue un peu dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'il y a le côté vendeur, où effectivement, bah, oui, préparer la mariée, c'est très, enfin, c'est très imagé et c'est très vrai, et ça rejoint au niveau de la phase d'audit, qui est de dire: «Bon». Parce qu'un dirigeant souvent qui est plongé dans l'opérationnel, qui est peut-être dirigeant d'une société et actionnaire majoritaire, voire actionnaire unique parfois, Mmh. il est très fier de son entreprise, il veut la vendre, il veut bien la vendre, et peut-être à juste titre, hein, c'est pas forcément un sujet, mais il va pas forcément voir justement des points qui peuvent être des points d'un point de vue, donc notamment juridique, d'un point de vue fiscal, qui vont potentiellement bloquer la cession, ou en tout cas représenter un frein important, pour d'éventuels repreneurs. Donc il va être important de justement faire ce travail, d'audit côté vendeur, et de se dire: «Bon, bah, qu'est-ce qui peut être problématique que le client ne voit pas forcément, mais que moi en tant que conseil juridique, je vais pouvoir voir?» Et là, l'idée, ça va être de se dire: «Bon, bah, quel est le meilleur produit qu'on puisse présenter à l'acquéreur?» Je prends un exemple tout bête. Mais c'est un cas de figure que j'ai déjà pu rencontrer. On a un capital social, enfin un actionnariat qui est morcelé, qui est explosé entre, une douzaine d'actionnaires. On a un actionnaire majoritaire qui détient, 90 des actions, par exemple, Mmh. et puis on a, une dizaine d'actionnaires minoritaires qui détiennent, entre 3 et 0,2 de la société. Hem, Ce qu'il faut se dire, c'est que l'acquéreur, lui, il va venir, il va acheter 100.
il veut pas avoir il veut pas acheter 93 ou 97 et il veut pas rencontrer de difficultés, qui seraient liées justement à l'existence de minoritaires, qui en fait qu'on ne pourrait pas forcément contraindre à vendre. Donc ce Mmh. qui peut être important d'un point de vue, vendeur, c'est justement de préparer le terrain de ce point de vue-là. Donc soit en fonction des relations qu'on a avec ses associés, s'assurer, qu'ils sont tous, partants, OK pour vendre, de façon, on va dire, assez informelle, hein, si on n'a pas pu faire autrement. Je le dis parce qu'il y a des situations conflictuelles dans lesquelles, et ben, on a un associé qui détient 0,1 qui refuse de vendre, qu'on n'est pas en mesure de contraindre et donc qui peut bloquer des cessions pendant des années, qui peut empêcher de trouver un acquéreur parce que l'acquéreur est pas intéressé pour racheter 99,8. Si on a la possibilité de mieux préparer le terrain et ça, c'est ce que nous, on peut faire en général quand, c'est un client qu'on accompagne déjà sur le long terme, c'est, via le pacte d'associés dont tu as eu, Mmh. l'opportunité de discuter avec Alexandra, Tout à fait. prévoir notamment, des clauses donc contractuelles, entre les associés qui prévoient enfin, projets de transfert de titres et notamment des projets de cession de l'intégralité de la société et l'idée dans ce mécanisme-là, c'est donc de permettre, par exemple, à l'actionnaire majoritaire ou à la collectivité des associés qui détiendraient, une fraction importante du capital, au moins la majorité, de contraindre les minoritaires de vendre s'il y a une offre qui est acceptée, Mmh. par ces majoritaires. Donc ça, c'est un peu ce travail préalable. Après, finalement, le gros du travail quand on pense à la structuration, il est aussi, côté acquéreur. Parce que côté vendeur, une fois qu'on a fait ce travail d'audit et qu'on s'assure que tout est à peu près carré, c'est surtout après côté acquéreur que les sujets vont aussi se poser. Et la question qui peut se poser tout simplement, c'est qui achète? C'est-à-dire que Mmh. moi, Lilian Irigoyen, je veux me porter acquéreur d'une société cible, mais concrètement, qui va acheter? Est-ce que c'est moi, en tant que personne physique, qui va racheter 100 des titres? Est-ce que j'ai déjà une société d'exercice qui va se porter acquéreur des titres, à ma place? Est-ce que je vais, constituer une nouvelle société spécifiquement pour racheter? Mmh. Donc tout ça, c'est autant de questions auxquelles il faut répondre, pas forcément avant la lettre d'intention, par exemple, mais avant la promesse, en général. Mmh. Au moins avoir avancé dans cette réflexion-là, pour pouvoir, au moment de la cession définitive, avoir créé cette nouvelle structure si c'est le choix qu'on fait. Et finalement, le choix d'un mode de structuration plutôt qu'un autre, il va se motiver par différents arguments. Hem, il y a des éléments purement, on va dire, financiers, et c'est encore, une fois, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que, par exemple, la création d'une holding, tu as mentionné la holding. Mmh. La création d'une holding, ça peut avoir un intérêt, pour un candidat, un repreneur éventuel qui veut se servir de la holding comme d'un levier financier. C'est-à-dire que je vais constituer donc c'est ce qu'on appelle le LBO. Je vais constituer une holding, cette holding, elle va s'endetter, avec pour objectif justement l'acquisition des titres de la société cible et ensuite elle va donc détenir 100 des titres de cette société cible et elle va rembourser, hem, le crédit auquel elle a souscrit, en faisant remonter des dividendes depuis la Mmh. société cible qui est la société d'exercice et qui est Mmh. dans l'idée, en tout cas dans le business plan et le projet qui est mis en place, va avoir une activité bénéficiaire et permettre, à sa société mère de rembourser son emprunt. Donc il y a un levier financier qui peut être assez couramment utilisé et qui peut avoir un intérêt. La holding, ça peut aussi avoir de ce point de vue-là un intérêt juridique. C'est-à-dire que si, on est dans une situation où j'avais déjà constitué, par exemple, j'avais déjà une autre société d'exercice et que j'ai un projet d'expansion, de croissance en achetant cette nouvelle société cible, passer par la holding, ça peut être, avoir un outil de pilotage en créant un groupe de sociétés. C'est-à-dire que j'aurai ma holding que je détiendrai à 100 par exemple et cette holding-là, elle détiendra ma société cible et éventuellement ma précédente société aussi et ça va faciliter, hem, les relations entre enfin moi ça va me permettre d'avoir, quelque chose d'organisé, de carré, de structuré et de séparer, chaque activité, mais Mmh. aussi d'avoir des relations, privilégiées entre les sociétés de ce groupe, notamment d'un point de vue, financier et fiscal.
Donc là, c'est le point fiscal qui peut être intéressant. Encore une fois, c'est vraiment du cas par cas, mais sur ce mode-là de réflexion, ça peut nous permettre de bénéficier de régimes de faveur, type, mère-fille ou d'intégration fiscale, de faciliter aussi les flux financiers entre les sociétés d'un même groupe, donc entre la mère et ses filles, mais éventuellement aussi entre les 2 sociétés filles. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants. Et puis ensuite, il y a des sujets beaucoup plus, enfin «terre à terre» entre guillemets, notamment les sujets de rémunération. C'est-à-dire, c'est tout bête, là j'accompagnais un client qui a racheté une société qui était, sous forme de SAS, Mmh. mais lui-même en fait allait être associé unique, dirigeant de la société et il avait une politique de rémunération qui allait être assez différente de ce qui se faisait, précédemment dans la société et de ce point de vue-là, c'était plus pertinent pour lui, après notamment échange avec son expert comptable, de passer la société en SARL. C'était une Mmh. SAS, mais pour lui, c'était pas intéressant, notamment d'un point de vue de lourdeur en termes d'assujettissement aux cotisations sociales. Ouais, c'est ce que j'allais dire au niveau de l'URSSAF. Exactement. Dans son cas précis, vu la façon dont il entendait se rémunérer, puisqu'on a toujours ces questions quand on est à la fois dirigeant, associé, Mmh. c'est les sujets de rémunération du mandat social versus ou, en complément de versement de dividendes. Mmh. Dans son cas de figure, bah, lui, la SARL, c'était plus intéressant. Pour autant, on a procédé à cette transformation au niveau de la société cible qu'une fois, l'acquisition réalisée, puisque, il y a aussi une question, de droit d'enregistrement qui se pose quand on rachète des titres de société. Puisque notamment si on se contente de l'identification, la différenciation entre SARL et SAS, on a les droits d'enregistrement qui sont assez différents. Donc, sur les SAS, on est sur 0,1 du prix de cession, donc ce qui Mmh. est, extrêmement avantageux et sur les SARL, on est sur 3 avec un abattement de 23 000 €, qui doit être calculé, sur la base du nombre de titres cédés. Bon, là, en l'occurrence, sur notre hypothèse à nous, c'est 100. Hem, mais ça peut aussi être un critère qui rentre en ligne de compte, parce qu'en fait, le montant des droits d'enregistrement peut, significativement évoluer en fonction de la forme juridique de la société cible. Donc voilà, ça, c'est le type de questions qui vont se poser, côté acquéreur notamment, et qu'il va falloir se poser aussi, au cours de ces étapes, bah, entre, la signature de la lettre d'intention et l'acte définitif. Donc, pour se dire: «Bon, bah, qu'est-ce qu'on met en place? Quel est le schéma le plus pertinent?» pour derrière, assurer une direction opérationnelle de la société cible qui soit conforme à la volonté de l'acquéreur et qui le mette pas dans une situation, difficile, que ce soit d'un point de vue fiscal ou Mmh. juridique. Bon et il y a donc aussi la partie holding côté vendeur aussi, souvent qu'on entend dans le cadre d'une cession, puisque, le fait de remonter des titres dans une holding permet aussi de avec l'article 150 BTR de reporter un petit peu la plus-value, enfin la taxation plutôt sur la plus-value de cession. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots aussi là-dessus? Parce que je sais que c'est quelque chose qui se pratique assez, Bah, régulièrement en tout cas. ouais. Ce qui est vrai, c'est que quand on est côté acquéreur, notamment sur une clientèle qu'on connaît bien, qu'on a un peu l'habitude d'accompagner, quand on sait qu'il y a Mmh. un projet de cession, c'est vrai que c'est assez important de s'interroger sur, finalement les projets du dirigeant, de l'actionnaire majoritaire, qui s'apprête à céder, Mmh. et notamment du contexte global. C'est-à-dire, il a une société qui a une valeur, il va la vendre, il y a un produit de cession qui va s'ensuivre, qui peut être assez significatif. Mmh. Quel est le projet? Qu'est-ce que le parce qu'évidemment tout ça, ça va entraîner une plus-value, assez importante. Enfin, en tout cas, si la société a un candidat repreneur, c'est qu'a priori elle a des perspectives intéressantes, qu'elle a déjà été bien développée et donc que par rapport à la valeur de constitution, Mmh. et d'acquisition qui est parfois, bah, finalement la valeur nominale, donc une valeur extrêmement faible, Mmh. on va avoir, une différence entre la valeur de cession et d'acquisition assez importante qui va constituer cette plus-value qui va être soumise, évidemment à imposition. Hem et donc pour, finalement, limiter la charge de cette imposition, on va se poser la question: «Bon, bah, quel est le projet du vendeur?»
On a Et des parce cas de qu'on fi est au moins à 30, je m'excuse de te couper, mais c'est au moins 30 de taxes à l'heure actuelle où on se parle, mmh mh. sur un produit de cession pour avoir un ordre de grandeur, hein. Ouais, Ça peut ouais, être même un peu plus selon les montants. tout à fait. Et l'idée donc ça enfin, en fait, on a le cas de figure, bah, je sais pas, d'un dirigeant qui part en retraite, on a le cas de figure d'un associé qui souhaite conserver son produit de cession pour une raison X ou Y et puis on a beaucoup de cas de figure aussi où finalement, bah, il y a peut-être une volonté de récupérer un peu de cash, mais que globalement, pas l'intégralité du prix de cession n'a pas forcément d'intérêt, surtout dans la mesure Mmh, où il y a l'imposition qui va avec et en revanche, on peut être intéressé pour, bah, voilà, réinvestir, ce produit de cession et bénéficier justement des mécanismes type 150 OBTR mmh, pour limiter retarder, voire, éviter, tout bonnement l'imposition sur cette plus-value. Et donc là, c'est un travail, pour nous qui est vraiment de, bah, comprendre où se situe le client et éventuellement, justement, encore une fois, préparer le terrain, parce que remonter du coup la détention des titres, mmh, directement dans une holding pour que le jour où on procède à la cession, ce véhicule, donc en l'occurrence la holding du vendeur, existe déjà, que le produit de cession remonte dans cette holding et qu'on puisse ensuite se servir de la holding pour, bah, éventuellement réaliser de nouveaux investissements, pour bénéficier de ces régimes-là, mmh, et ne viennent pas directement, tomber dans le patrimoine, du cédant et donc déclencher l'imposition mmh. qui peut être liée à cette plus-value. OK. Et donc déjà, on voit dans tout ce qu'on vient de dire l'importance aussi d'être accompagné parce que finalement, il y a quand même des notions juridiques, fiscales dans ce qu'on a expliqué, de structuration selon les cas de figure et donc s'entourer aujourd'hui d'un avocat en droit des sociétés en amont, quand on a ce projet de cession, ça me paraît fondamental étant donné, bah, tous les aspects qui vont tourner autour, entre la partie négociation, mais après la partie aussi audit, qu'on a évoquée et après la dimension fiscale, et l'optimisation de cette future cession et de son produit, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a un sujet sur l'accompagnement global, hein, droit des Ouais. sociétés, ça me semble, effectivement important, mais Mmh, que ça part de l'expert comptable qui doit être un mmh, plus qu'un comptable justement, qui doit être mmh, un vrai conseil, et d'autres partenaires, sur les aspects financiers aussi, dont le mmh, conseiller notamment en gestion de patrimoine, heu, qui doit en fait, à mon sens en tout cas, à un certain stade de développement d'une entreprise, déjà être enfin idéalement, hein, on mmh, doit déjà être accompagné sur ces sujets-là, quand on a une entreprise qui est florissante et qu'on s'apprête à vendre. Parce mmh, que, bah, si tout se passe bien, il peut y avoir des sujets, déjà existants sur de la enfin sur du placement de trésorerie, mmh, et sur des sujets personnels au niveau du dirigeant par exemple. Enfin, tu le mmh. sais mieux que moi pour le coup, mais effectivement, dans un schéma idéal, Ouais. il y a des partenaires effectivement bien identifiés et qui vont être là déjà pour accompagner, Mmh. le vendeur. Tout à fait. On n'est pas encore rentré dans le détail justement des documents aussi qui feront partie aussi, bah, du processus de cession d'entreprise. Alors quand je dis documents, ça va être notamment, je pense, en ce qui me concerne aussi à la garantie actif passif puisque j'ai des partenaires au niveau du cabinet, Luma Protection et Patrimoine qui peuvent justement, amener une garantie de la garantie. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon justement, bah, de ces différents, documents fondamentaux, qui tournent autour de la cession d'entreprise? Et puis nous parler un petit peu de la gap parce que autant moi avec mes partenaires, en effet, je peux la garantir, mais finalement, à quoi elle sert peut-être rapidement et surtout, comment elle peut se déclencher? Parce que si elle se déclenche, bah, c'est une partie du produit de cession, et bah, qui retourne, côté, côté acquéreur et que le vendeur peut perdre dans les 2 3 ans, selon comment a été, mis en place la garantie actif passif dans le contrat. Ouais, exactement. Et bah, alors il y a quelques documents que j'ai déjà rapidement, Mmh, identifiés, nommés, donc sur lesquels enfin, par exemple, la lettre d'intention, je vais pas forcément m'éterniser, mmh, mais voilà, donc là, c'est le 1er document contractuel et juridique qui prévoit les grandes lignes, de l'opération. Ce document-là, en général, c'est un courrier, on va dire, relativement succinct, qui va mmh, faire quelques pages, mais qui a pas vocation, on aime beaucoup la paperasse, comme on dit parfois de manière un petit peu péjorative, chez les juristes. Mais là, en l'occurrence, l'idée, c'est justement, comme on est sur une
une phase très en amont du deal, de pas, de pas noyer les parties sous de la Mmh. documentation juridique. Hem, Ensuite, par contre, quand on arrive à l'étape de la promesse, à ce stade-là, voilà, là, on a un document contractuel qui va être finalement ce qu'on appelle le protocole de cession qui va contenir toutes les dimensions de l'accord et là, on est sur des documents juridiques qui sont beaucoup plus lourds, parfois aussi en fonction des parties, hem, plus difficilement, intelligibles, Je sais qu'on a parfois un gros travail à faire en termes de traduction, du juridique vers le français. Donc, en fonction de l'identité des parties qui sont plus ou moins habitués, hein, parce qu'on a aussi des clients Ouais. chefs d'entreprise qui connaissent très bien tout ça et qui sont chevronnés et donc qui ont pas du tout de difficulté avec ce type de document-là. Mais là, on va être sur, des documents plus sophistiqués, plus complexes, qui vont souvent être le fruit de nos négociations, assez longues, parfois un peu tendues. Mmh. Hem Mais qui sont nécessaires pour parvenir, voilà, à un accord qui reflète vraiment l'intention des parties. Et dans le cadre de cette promesse et du protocole de cession, on va aborder le sujet, justement de la garantie d'actifs et de passifs, Mmh. qui va être en général signée sous la forme d'une convention de garantie d'actifs et de passifs au moment de la cession définitive, qui elle, donc l'acte de cession définitive, est un peu une copie, de la promesse, qui finalement qui prendra compte de la levée des conditions suspensives qu'on avait, identifiées. La GAP, c'est le pendant, indispensable de mon acte de cession, et c'est effectivement, un document sans lequel, l'acquéreur ne va pas s'engager. Puisque Mmh. lui, à la différence d'une cession de fonds de commerce, par exemple, qui est vraiment une cession d'actifs, reprendre une société, c'est accepter de reprendre à la fois son actif et son passif. Donc il y a une part de risque non négligeable Mmh. et donc pour signer, on veut s'assurer, bah, finalement qu'il y a quelque part pas de vice caché, qu'on sait dans quoi on s'engage et que le vendeur a pas, justement essayé de hem, cacher des éléments qui viendraient soit, plomber un petit peu l'actif, soit, Mmh. finalement, alourdir le passif. Un rattrapage fiscal, par exemple, qui pourrait, dans les premières années, Typiquement, ouais. les sujets de fiscalité, Mmh. les sujets de contentieux qui auraient pas forcément été provisionnés, Mmh. des éléments comptables qui auraient été mal, encore une fois, mal reflétés dans les comptes de la société, des Mmh. contrats, clients qu'on sait qu'on va perdre ou qui vont arriver à expiration dans les 6 mois, Mmh. et qui vont pas être conservés et tout ça qui peut peser, de manière Mmh. très importante et à court terme sur les finances et sur la survie, la pérennité de la société. Donc cette gap, elle est le fruit aussi de l'audit qu'on vient de mener. C'est-à-dire que quand on a identifié, un risque dans notre phase d'audit et je reprends mon exemple, bah, voilà, on a notre fiscaliste qui a identifié un point de vigilance, alors parfois il y a des codes couleurs, des red flags, des orange flags, enfin, qui vont dire: «Bon, bah, voilà, ça peut être problématique», et ben, on va les encadrer dans la gap. Donc OK. typiquement, on va se dire: «Voilà, on a identifié tel sujet». Heu, le vendeur va s'engager et garantir que la situation, c'est la suivante, que, il y a pas de difficulté de ce point de vue-là et cetera et cetera. Si je prends aussi l'exemple du contentieux, on va déclarer les contentieux qui existent ou les risques de contentieux et typiquement, s'il y a un contentieux en cours, un contentieux prud'homal par exemple ou un contentieux avec l'administration fiscale, on va faire état des sommes qui ont déjà été provisionnées, du risque qu'on identifie. Et on va le garantir. Donc c'est-à-dire que si jamais, par exemple, on a dit qu'on n'avait pas identifié d'autres risques et qu'en fait un litige prud'homal se révèle, avec un ancien salarié qui est parti 6 mois avant et qui attaque la société dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent, et qui a pas été déclaré dans le cadre de la gap, ça pourra, justifier par exemple la mise en œuvre de cette garantie d'actifs et de passifs. Mmh. Hem Et donc on va avoir, une liste à la Prévert en quelque sorte de déclarations, relatives, à la comptabilité, au contentieux, au contrat, au juridique, enfin à tout ce qui constitue finalement la société, Mmh mh. et on va adosser à ça une garantie, hem, qui est donc, consentie par le vendeur et qui va, qui va venir couvrir ce risque d'alourdissement du passif ou de diminution de l'actif, Mmh. en prévoyant alors
les modalités, sont assez, on peut laisser assez libre cours à son imagination, mais en général, ce qui est prévu, c'est notamment, un plancher et un plafond, d'indemnisation. Donc par exemple, on va considérer que, si une des déclarations, n'est pas se révèle être inexacte, mensongère ou tout simplement, erronée, hem, on va pouvoir engager, la responsabilité du vendeur qui se forme comme garant et indemniser l'acquéreur. Donc cette, indemnisation, elle va prendre la forme d'une diminution du prix de cession, par exemple. Mmh. Donc dans ces cas-là, souvent, on va prévoir, que le montant maximum de l'indemnisation, c'est le prix de cession lui-même. Donc rembourser 100 du prix de cession, c'est quand même déjà suffisamment conséquent. On a même des situations dans lesquelles, il y a pas forcément enfin, on peut avoir un plafond plus important. A Mmh. contrario, on a aussi des cas de figure dans lesquels, le plafond, il est complètement décorrélé du prix de cession. Heu, Tout ça dépend vraiment des éléments, qui composent la garantie d'actifs et de passifs. En général, c'est entre 10 et 30 du prix de cession à peu près, Sur le ce sur les dans cas de figure, les plus classiques, ouais, c'est le cas. ouais, dans ce qui se pratique, quoi. Tout à fait. OK. Et après, on va constituer donc sur la base, de la garantie qui est consortie, ce qu'on appelle une garantie de la garantie. Mmh. Hem, C'est-à-dire bloquer une somme, pour justement assurer puisqu'entre le théorique et le pratique, il y a souvent, un monde et on veut assurer l'acquéreur que si jamais un passif ou en tout cas un élément qui déclenche potentiellement la gap se révèle dans la durée qui a été convenue, donc en général c'est 2 ou 3 ans, Mmh. cette garantie va durer 2 ou 3 ans et on veut s'assurer qu'il n'aura pas de difficulté à être indemnisé si justement, un de ces passifs, se révèle et donc on va pouvoir mettre en place, par exemple, un séquestre. Donc qui va constituer, une somme qui va justement, par exemple, correspondre à, imaginons, 10 du prix de cession qui va être, mise de côté. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de verser 100 du prix de cession, on va en verser 90. On va en garder 10 de côté pendant la durée de la garantie, donc pendant 3 ans et on ira piocher, dans ce montant séquestré. On peut aussi constituer une garantie, bancaire, Mmh. donc les garanties bancaires à première demande, par exemple. Donc on va mettre chez un tiers, en l'occurrence un établissement bancaire, cette somme qui va servir de garantie pour l'acquéreur et ensuite évidemment donc dans les 3 années qui suivent la conclusion de la cession, si un passif se révèle, on a prévu, un formalisme de mise en œuvre de la gap qui va permettre à l'acquéreur de demander l'indemnisation immédiate. Mmh mh. Évidemment, on prévoit des règles de contestation éventuelle, ça peut évidemment aller jusqu'au contentieux, mais l'idée c'est d'avoir déjà un peu pavé le chemin, Ouais. pour permettre la protection dans la mesure du possible du repreneur et donc on va avoir en général des sommes, potentiellement, assez conséquentes qui vont être bloquées pendant une période, de 1 à 3 ans, Mmh. avec en général une libération dégressive pour permettre enfin progressive pour permettre aux cédants, si aucun passif ne s'est révélé, de récupérer une partie de ces sommes au bout d'1 an Progressivement, ou quoi. 2 ans. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Alors moi, j'ai un de mes partenaires, une banque d'affaires justement avec lequel je travaillais au niveau du cabinet, qui justement propose des cautions bancaires, dans le cadre des garanties actifs passifs et il propose d'externaliser en fait le deal pour éviter de passer même par les banques régionales. Comme ça assure aussi une discrétion, aux clients ou enfin en tout cas aux vendeurs en l'occurrence et de mémoire, c'est 120 de la gap qui est nantie sur un contrat. Donc ils prennent une marge de OK. sécurité, également dessus. Ouais et par contre, donc la caution elle est basée sur ce qui a été rédigé côté avocat et justement en fonction de ce que tu expliques, bah, voilà, si après il y a ouais, une dégressivité, on va dire ça comme ça, bah, petit à petit, en tout cas, le nantissement va pouvoir, se débloquer par étapes, et ne pas immobiliser les fonds et parce qu'en général, on immobilise, pardon, ces fonds-là sur des actifs pas trop volatiles pour être sûr de pas jouer, sur les marchés financiers, Oui, oui. avec l'argent qui peut être éventuellement rappelé dans les 2 3 ans, Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est s précieux aussi pour, notamment, en l'occurrence, pour le vendeur, puisque c'est des sommes qu'il va pas pouvoir lui-même, ouais, récupérer, éventuellement réinvestir. c'est Donc, ça. il y a des partenaires financiers qui permettent justement Mmh. en fait, de procéder à un placement de ces sommes-là qui va tout en garantissant l'acquéreur,
c'est ça. permettre aux vendeurs de pas être perdants en ayant, une somme, bloquée et qui produisent aucun ou C'est enfin ça. voilà, qui travaillent pas du tout pendant une durée, de jusqu'à 3 ans, quoi. Mmh. Ouais, on la fera travailler, mais gentiment, comme on dit, Oui, pour pas prendre de risques de perte en capital trop importante. c'est sûr. En tout cas, c'est très intéressant là tout ce qu'on a évoqué. Toi, tu es basé sur Paris, hein, pour ceux qui nous écoutent, mais tu peux intervenir partout, en France, même pour des clients qui sont en province, c'est Oui, pas un oui, souci pour complètement. toi, hein, aujourd'hui, Bah, surtout sur la dimension de conseil, c'est vrai qu'on a la chance de faire un métier où, bah, tout peut se faire globalement à distance et nous, notre ouais, clientèle, elle est autant basée à Paris c'est que dans ça. le reste de la France. C'est ça, ouais, tout à fait. Bah, c'est un peu comme moi avec la visio. Maintenant, j'ai des clients un petit peu éparpillés sur le Grand Ouest et un petit peu le bassin, Île-de-France, tout en étant basés, en Bretagne. En tout cas, merci beaucoup Lilian, déjà pour ta venue et puis, bah, cet échange autour de la cession d'entreprise. Pour ceux qui nous écoutent ou qui envisagent, en tout cas de céder ou en tout cas de passer à un autre projet, on voit bien qu'il est important d'anticiper, en tout cas si on doit retenir quelque chose, d'anticiper, de se faire accompagner, notamment en effet par, des avocats, des experts comptables, comme on l'a dit. En fait, finalement, le conseil en investissement financier également pour optimiser après derrière le produit de cession. En tout cas, il faut pas rester seul et surtout, faut être bien entouré avec plusieurs conseils, puisque en effet, il va y avoir plusieurs volets, juridiques, fiscaux, placements, qui vont forcément, intervenir dans ces procédés, quoi. Et côté acquéreur, c'est pareil, je pense que comme tu l'as dit, ça se prépare aussi. C'est-à-dire que selon ce que l'on veut acquérir, il y a une structuration également, qui permette que ça se passe dans les meilleures conditions et fiscalement en tout cas, de la meilleure des manières, en termes d'optimisation, quoi. C'est des sujets qui peuvent parfois être assez complexes, donc en effet, selon les secteurs d'activité, je pense que voilà, ça me paraît incontournable, comme on le disait, pour le pacte des associés avec Alexandra, de pas rester seul dans son coin et puis d'avoir un conseil de confiance là-dessus, quoi. Ouais et puis, je reste persuadé que notre rôle, je parle pour, moi en tant qu'avocat, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup des professions dans lesquelles on peut justement être amené à accompagner un dirigeant, un associé majoritaire dans ce processus de cession. C'est un rôle aussi de pédagogie. Mmh, Hem, c'est beaucoup de enfin, moi, si je me concentre sur le juridique, c'est beaucoup de documents, parfois effectivement, voilà, encore une fois, un peu imbitables pour le commun des mortels. mmh, Mais au-delà de faire signer tout un tas de documents, c'est nous, on est enfin, moi, mon rôle, quelque part, c'est d'être m'assurer que le deal se fasse. Je mmh, suis pas là pour enfin, évidemment, je défends les intérêts de mon client, mais mon objectif avant tout, je sais que son projet à lui, c'est de vendre ou d'acheter. Donc c'est de trouver la manière la plus efficace de parvenir à un accord qui soit mmh, aussi satisfaisant que possible pour mon client. Mais avant tout, son projet, c'est d'y arriver. Donc parfois, c'est de la pédagogie, c'est, fluidifier un peu les échanges avec, l'autre partie, que ce soit via la relation avec le confrère. mmh, Parfois avoir l'intelligence aussi de mettre un peu son ego de côté, quand on se rend compte que finalement peut-être qu'une discussion en direct entre, le vendeur et l'acquéreur permettrait de débloquer certaines choses. mmh, C'est ça arrive, hein, soit parce que les relations sont compliquées entre confrères, soit tout simplement parce que voilà, parfois il vaut rien de plus efficace qu'avoir une bonne discussion mmh, franche, sans avocat. mmh. Mais avant tout, voilà, c'est d'être là pour s'assurer que d'une façon ou d'une autre, le deal se fasse et je trouve que c'est aussi ce qu'il y a de plus gratifiant dans notre métier, sur ce type d'opération, c'est quand, le deal se fait parce que, c'est avant c'est après tout, c'est pour ça qu'on a été embauché. Ouais. Parfois, on passe par, des obstacles assez importants, et c'est compliqué, ça peut durer longtemps, mais quand on y parvient, voilà, c'est mission accomplie et c'est toujours très gratifiant. Et tu vois, je vais faire la même conclusion que j'avais fait à l'époque, dans l'épisode, avec Alexandra, c'est que ton rôle permet de sécuriser quelque part, la transaction et d'amener de la sérénité aussi, finalement à l'arrivée. Quelque part, il y a aussi ça, quoi, parce que plus les choses se passent avec, un cadre juridique et une optimisation et puis justement des échanges soit francs, soit en tout cas par, conseil interposé, mais le tout dans le dialogue et puis surtout en ayant la certitude d'avoir mis les bonnes étapes clés, en œuvre, du coup ça sécurise forcément les choses et derrière, on est un peu plus serein, qu'on soit côté vendeur ou côté acquéreur, quoi. Bah, c'est l'objectif en tout cas. Si on peut, C'est si on ça. peut fluidifier tout ça, c'est qu'on a réussi notre boulot.
En tout cas, je te remercie parce que l'exercice n'est pas évident de parler de ce sujet-là, sur un épisode de podcast, qui est assez technique et tu as réussi à je trouve, à le vulgariser et c'est ce que je recherche toujours à travers les épisodes que je propose, à essayer de mettre à la portée, du plus grand public, qui peut se sentir concerné, notamment là, les chefs d'entreprise. Ces sujets complexes mais, justement de les résumer, de pouvoir, donner de l'information et puis bien sûr après, pour aller plus loin, j'invite, tous ceux qui nous auront écoutés à te contacter directement, pour faire appel à tes services parce que je sais que là-dessus tu sauras les accompagner, avec une grande expertise et surtout un aspect humain, qui est très important dans ces relations-là. Donc heu, donc Bah, écoute, merci à toi. merci à toi encore une fois pour l'invitation et m'avoir donné l'opportunité d'aborder ces sujets-là qui sont, il est vrai, assez, parfois assez complexes et que j'ai essayé tant bien que mal d'aborder avec un peu de simplicité, même si, je pense qu'on arrive très vite à se perdre dans notre propre jargon. Donc, j'espère que voilà, ça aura été relativement clair et voilà, encore une fois avec plaisir pour en discuter à tout moment, avec toi ou avec, toute personne qui pourrait être effectivement intéressée, Exactement. voilà. C'est toujours des échanges intéressants. Et merci encore et puis, je vous retrouve pour le prochain épisode du podcast Monsieur Petite Ligne avec, un nouvel invité que vous aurez le plaisir également de découvrir prochainement. Merci encore Lilian et à très bientôt. À très bientôt, salut.